Bonjour, si vous me découvrez présentement m'adressant à vous, ça n'est certes pas par hasard, mais c'est que vous êtes connecté via Facebook ou YouTube pour assister dans un format original, innovant cette année aux rencontres de l'immobilier en digital event, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous le savez, mesdames et messieurs, pandémie oblige, crise du Covid, hélas, toujours actif. Eh bien, ces rencontres de l'immobilier, toujours très attendues et qui devaient se tenir sur 3 villes, Saint-Malo, Lorient et Rennes, tout au long du mois d'octobre, avec 3 dates qui avaient été bien actées, eh bien, ne peuvent se tenir en présentiel. D'où ce format, je n'appellerai pas ça dématérialisé, mais qui se tient en studio, ici à Rennes, avec 7 caméras, une régie et nos intervenants que je vous présenterai dans quelques minutes. 5 métiers qui tous s'inscrivent à un moment ou à un autre dans le parcours résidentiel. Ils expliqueront ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ils répondront bien évidemment à vos questions. J'y reviendrai. Mais avant cela, je passe la parole présentement à Stéphane Carré. Bonjour Stéphane. Bonjour Serge. Vous êtes responsable agence immobilière Keredes. La parole est à vous pour ouvrir officiellement ce digital event tout entier dédié aux rencontres de l'immobilier. Merci Serge. Écoutez, je suis ravi de reconduire pour la 3e année consécutive nos soirées de l'immobilier. Crise sanitaire oblige, nous avons été obligés de nous adapter et d'avoir un nouveau format pour notre clientèle. Ça va être différent, mais ça va être performant. Aujourd'hui, nous allons avoir encore une chance d'avoir des professionnels de qualité et de renom. Chez Keredes, vous savez bien que l'attachement est ancré chez nous dans la relation clientèle, il était hors de question de ne pas reconduire cette soirée. Donc écoutez, j'espère que vous allez y prendre tous du plaisir et que notre clientèle va également y trouver son bonheur. Écoutez, en tout cas, je vais m'y atteler à mon modeste niveau. Merci Stéphane Carré, donc responsable agence immobilière Keredes. Un binôme, un trinôme, vos questions, jingle. Stéphane Carré vient donc de le rappeler, la volonté d'être toujours présent sur leur territoire, de présenter des métiers et de répondre à vos questions. Bref, d'être au plus près de vous, intéressé par un programme, un projet Keredes, de vous inscrire dans un parcours résidentiel ou peut-être déjà copropriétaire. Bref, vos questions, elles seront devant moi, alimentées via le chat et elles seront posées en temps voulu à chacun des intervenants. Alors, premier binôme, je suis ravi de vous avoir avec nous. Maître Claire Villeroux, bonsoir maître. Bonsoir Serge. Quel joli prénom Clairvy qui veut dire joyau en breton. J'ai essayé d'avoir quelques infos en off avant cette ouverture, bien évidemment. Vous êtes huissier de justice, vous nous arrivez d'où? De Rennes. De Rennes, parfait. Votre étude est où? Plein centre-ville de Rennes, à côté des Galeries Lafayette. À côté des Galeries Lafayette, donc sur les quais. Alors, on a décidé d'être un petit peu ludique pour ce format qui se veut innovant, pas trop académique. Il y aura du fond, du sérieux. Déjà, vous avez vu, on ne dit pas une huissière, il n'y a pas encore de féminisation. Alors, je ne sais pas si ça ne se dit pas quand même. Ah, alors est-ce qu'on est dans l'inclusif? Moi, je suis pour l'inclusif. Mais mon huissier, ça me va très bien. Ça vous va quand même? Ouais. Bon, parfait. Alors, on a décidé d'être un petit peu taquin parce que huissier ou huissière, mesdames et messieurs, comme moi, vous les voyez quelquefois sur les plateaux de télévision pour valider un tirage au sort. Et puis on se dit, oh mon Dieu, ça sonne, c'est l'huissier, on n'a peut-être pas tout réglé. Il va nous enlever les meubles. Alors, j'ai décidé d'être taquin. Ils pourront me corriger si je m'avance un peu trop. Huissier, dans le cadre en plus de l'immobilier, bien, enlèvement de biens. C'est ça ou pas que ça, maître? C'est loin d'être que ça, Serge. L'huissier, c'est avant tout un partenaire indispensable du quotidien, du propriétaire, mais de toutes les entreprises et tous les particuliers, quels qu'ils soient, puisqu'on intervient pour solutionner une grande partie des difficultés qu'on rencontre au quotidien, et notamment dans l'immobilier. Voilà. Donc l'huissier, ce n'est pas que l'enlèvement de mobilier, c'est avant tout une partie de la solution. Une partie de la solution, voilà, qui se veut donc proactif et constructif, mesdames et messieurs. Alors, on évoquera avec vous d'entrée de jeu un thème, et je vous invite déjà bien sûr à poser vos questions en fonction de ce thème, puisque ce sera explication du thème en détail pour encourager les questions, et moi je verrai le fil chat et tout de suite je pourrai poser certaines de vos questions. Je précise d'entrée de jeu qu'en 1h15 d'exercice, bien évidemment, toutes les questions ne pourront pas être posées
ce soir en temps réel à chacun des intervenants. Mais Keredes s'engage à capitaliser dessus, car ça va devenir une vraie source de data, j'ai envie de dire, de données et surtout de réponses à vous apporter. Donc ne soyez pas frustrés au cours de cette soirée, tout ne sera pas posé, mais tout sera bien engrangé pour vous apporter des réponses à terme. Alors, on va évoquer d'entrée de jeu avec vous un sujet quelquefois qui est un petit peu délicat peut-être, les impayés locatifs pendant une crise sanitaire. Alors, il y a les impayés locatifs qui peuvent déjà être toujours sur une tendance. Et là, en plus, il y a eu un deuxième, j'ai envie de dire, double peine. Il y a eu en plus la crise sanitaire. Avant de voir les questions qui vont s'afficher, Maître, ces impayés locatifs pendant la crise, est-ce que vous avez noté qu'il y avait eu une accélération ? Une accélération, oui, certainement. En tous les cas, nous, on a tout mis en œuvre pour garder du lien au maximum avec nos différents interlocuteurs dans les dossiers, puisqu'on a eu cette petite phase de sidération qui nous a emmenés jusqu'à fin mars. Et après, courant avril, on s'est attelé à reprendre contact avec les gens pour refaire un point sur les situations et trouver ensemble des solutions pour parvenir à des échéanciers et des engagements de paiement. Voilà, déjà, il y a des mots importants. Trouver des solutions. Tout à l'heure, vous évoquiez, attendez, on est quand même aussi partie de la solution. Donc, il y a une volonté ici des échéanciers. Échéanciers, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On peut différer de combien de temps? Est-ce que c'est au cas par cas? Ou est-ce qu'il y a un cadre à appliquer? Ou au contraire, non, ce n'est pas possible, il faut voir chaque dossier? Non, on est toujours au cas par cas. Tant du côté du créancier que, bien sûr, du côté de celui qui doit de l'argent dans un dossier. Mais toujours sur des situations vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Est-ce qu'il est toujours facile de faire s'articuler effectivement, la personne qui attend son loyer de la personne qui a des difficultés à résoudre justement chaque mensualité, chaque mois? Alors, ce n'est pas toujours évident, mais c'est le principe même d'être un tiers neutre, impartial, et qui garantit l'équilibre des relations entre les uns et les autres. Est-ce que la crise sanitaire a apporté un peu plus de compréhension et d'empathie justement par rapport à ce que vous observez hors climat, pandémie et crise sanitaire justement? Non, je ne suis pas sûre d'avoir noté un effet de ce genre. D'accord. Alors, je vois déjà des premières questions qui s'affichent pour vous, Maître. Alors, j'ai également un retour ici sur mon smartphone. Ça me permet comme ça de jongler entre deux écrans. Mon locataire refusait de régler ses loyers durant le confinement, invoquant la perte de ses revenus. Était-il dans son droit? Voilà, refus de régler ses loyers durant le confinement en raison de perte de revenus, était-il dans son droit? Perte de revenus qui peuvent être peut-être accélérées là aussi, vu la crise économique qui ne fait plus que de se dessiner dans ce pays, mais qui est en train de s'ancrer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse, Maître? Alors non, il n'était pas dans son bon droit, pour être tout à fait clair. On a eu là aussi, fin mars, début avril, beaucoup d'éléments qui ont été communiqués et avec une difficulté à savoir si on pouvait ou non bénéficier d'un report de paiement de son loyer, mais en fait on a fait un amalgame à un moment donné avec une disposition qui avait été prise et qui bénéficiait à certains profils dans le cadre commercial pur, professionnel. En matière d'habitation, comme on est ici occupé avec donc Keredes, c'est pas un sujet qui pouvait faire valoir un défaut de paiement en tous les cas. On se mettait en tort à ne pas payer son loyer. Bon, d'accord. Autre question que je vois s'afficher et sur mon smart et sur l'écran ici, au fil du chat. Durant un confinement sanitaire, y a-t-il une réduction du délai de préavis pour un départ? Alors, ce n'est pas une règle générale qu'on peut tirer là, c'est en tous les cas l'expérience qu'on a de la période qu'on vient de vivre. C'était une période très particulière au niveau juridique parce que beaucoup d'ordonnances ont été prises pour aménager les règles de droit habituelles. Et donc celles qui ont été prises ont permis de décaler éventuellement la date pour laquelle on est obligé de donner congé, puisque quand on donne congé pour le terme d'un contrat, le terme contractuel, qui n'a pas été décalé par les ordonnances délais. Mais par contre, on doit toujours le faire avant un certain temps. On est dans un calcul de délai à rebours. C'est ce délai-là qui a été impacté par les ordonnances délais, puisque si vous n'aviez pas fait les choses en temps et en heure à une date X, vous aviez encore le droit de le faire après. Donc ça, c'était une spécificité des ordonnances. Mais par contre, le délai en soi de préavis devait rester complet. C'est-à-dire que ça décalait d'autant le délai de la date effective de départ pour que ce préavis soit total.
Merci Maître, le temps que d'autres questions éventuellement s'affichent et s'adressent directement pour vous. Un dernier message avant que je ne passe la parole à celui qui est à vos côtés, un dernier message que vous auriez envie de faire passer sur cette question qui fait toujours un petit peu peur, impayés et en plus crise sanitaire, créanciers, débiteurs. Vous avez évoqué, on est quand même partie de la solution. Qu'est-ce que vous pourriez réaffirmer dans ce sens-là? Que plus que jamais, justement, en cas de crise sanitaire, on a besoin de professionnels qui, par leur statut neutre, indépendant, impartial, réglementé, sont là pour faire en sorte que le système fonctionne quand même malgré toute la situation anxiogène qu'on connaît. Merci Maître Claire Villeroux, donc depuis Rennes où vous êtes en exercice. À vos côtés, eh bien, nous avons Laurent Lermenier, assureur. Bonjour Laurent. Bonjour Serge. Même question, vous nous arrivez d'où Laurent Lermenier? De Nantes. De Nantes, parfait. Et votre étude est basée où? Enfin, votre cabinet est basé où? Alors nous sommes basés sur Nantes et nous rayonnons sur tout le Grand Ouest. D'accord. Et elle est dans un acronyme, je crois qu'il y en a deux autres. Oui, exactement. Je représente le cabinet JBL Courtage et nous accompagnons depuis un peu plus de 20 ans maintenant les professionnels de l'immobilier sur un grand quart ouest de la France, sur tout ce qui concerne garantie de loyer impayé et multirisque immeuble. Alors on va y arriver, puisqu'effectivement c'est le cœur même de votre intervention aujourd'hui. J'ai choisi avec l'équipe sur laquelle je m'appuie, et bien sûr Kiredes, nous avons choisi le picto parachute pour définir le beau métier d'assureur peut-être. Alors je crois savoir que là je suis en pile dans ce que vous faites. Eh ben, bravo Serge, quel choix, effectivement. Judicieux. Judicieux, je vous le confirme, puisqu'on vient évoquer ici la protection du propriétaire bailleur au regard de ses revenus locatifs. Donc à ce titre, effectivement, très bon choix quant au parachute. Bon, là on est bien tombé. Alors, les garanties locatives, vous l'évoquiez un instant Laurent, ces garanties locatives, je crois savoir, mesdames et messieurs, que ça n'est pas si vieux que ça, effectivement, c'est pas proposé depuis si longtemps que ça sur le marché. Je vous pose la question Laurent, est-ce qu'elles sont assez connues et du coup assez pratiquées? Alors, elles sont connues par le grand public, c'est certain. Elles sont distribuées par les professionnels de l'immobilier depuis effectivement plus de 20 ans. Aujourd'hui, les garanties de loyer impayés, on constate auprès des professionnels de l'immobilier un taux de pénétration de l'ordre de 25%. Alors, on peut considérer que c'est beaucoup. D'un autre côté, au regard du nombre d'années où ce produit existe, il y a une certaine méconnaissance de ce produit par le grand public, puisque le grand public considère à tort aujourd'hui que les garanties de loyer impayés ne permettent pas de rendre éligible le plus grand nombre de locataires et s'inquiète toujours, et comme c'est un peu le cas pour le grand public au regard d'un assureur, s'inquiète toujours que l'assureur ne joue pas le jeu de couvrir l'éventuel impayé. De la couverture. Alors, premier point qui retient déjà mon attention, Laurent Lermenier, j'ai l'impression que donc ça n'est pas encore assez démocratisé dans tous les esprits. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une hiérarchie, il y aurait des gens qui pourraient y avoir recours et d'autres qui se disent « non, c'est pas pour moi ». Alors, plus exactement, cette approche-là est une approche qui a énormément évolué sur les 10 dernières années. Les assureurs se sont adaptés au marché. Aujourd'hui, on constate que globalement, l'immense majorité des profils locataires sont éligibles. Et de la même manière, il n'y a jamais eu aussi peu de déchéance de garantie, c'est-à-dire que globalement, dès lors où il y a malheureusement un incident de paiement, les garanties de loyer impayés fonctionnent. D'accord. Alors, je vois déjà des questions qui s'affichent et je vous les poserai dans quelques instants. Et en même temps, là aussi, certes, mon parachute tombait à point nommé avec votre métier, l'assurance, la réassurance, et vous êtes finalement la personne à laquelle on peut se raccrocher. Mais vous avez évoqué un point sensible. Les gens se disent « oh là là, les assureurs, c'est toujours des dossiers, des litiges, des points, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, et donc je ne vais pas être effectivement bien couvert ». Là, vous avez un message à faire passer alors. Oui, en fait, de la même manière que les assureurs se sont adaptés à leur marché pour ouvrir les conditions d'éligibilité des locataires, nous constatons aujourd'hui que les courtiers, type JBL Courtage, qui distribuent ce type de solution, nous nous sommes adaptés à un marché où nous venons agréer les profils des locataires de telle sorte à ce que le propriétaire ait l'assurance, si vous me permettez l'expression, ait l'assurance d'avoir une couverture qui lui soit acquise, et ce tout au long de la vie du bail. Alors, première question que je vois s'afficher doublement ici. Donc, le chat, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, est là pour que vous puissiez poser vos questions, métier par métier, expertise par expertise. Alors, j'en vois une ici s'afficher, en dehors de la fameuse donc GLI, garantie locative. Le I veut dire quoi d'ailleurs ? Garantie de loyer impayé. De loyer impayé, garantie de loyer impayé. Existe-t-il d'autres dispositifs de garantie des loyers impayés ou cautionnaires ?
Alors, Ça fait beaucoup de jargon. ça fait beaucoup de choses. Rappelons effectivement que la garantie de loyer impayé, comme on le précisait préalablement, est à peu près un taux de pénétration de l'ordre de 25% sur les biens qui sont gérés par les professionnels de l'immobilier. La deuxième solution qui vient donc en premier de fait, c'est le système de caution. La caution, c'est quelqu'un qui vient venir se substituer au locataire si ce dernier devait rencontrer une difficulté dans le règlement de son loyer. Ce sont les deux dispositifs les plus répandus au sein des professionnels de l'immobilier. Depuis 3-4 ans, un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif Visal a été mis en place. 3 sujets sur ce dispositif. Il a une couverture en termes de durée d'indemnisation un peu plus courte que ce que l'on rencontre aujourd'hui sur les contrats de garantie de loyer impayé. Vous avez un plafonnement de quittancement qui est plus faible également par rapport aux garanties de loyer impayé. Et enfin, vous avez des profils locataires qui sont, en termes d'éligibilité, beaucoup plus stricts que ce que l'on peut avoir aujourd'hui sur les contrats classiques de garantie de loyer impayé. Parfait. Autre question que je vois s'afficher. Un locataire en CDD peut-il prétendre à cette fameuse GLI, garantie de loyer impayé? Alors Serge, effectivement, cette question, elle est pertinente. La même question aurait été posée il y a 5-7 ans. Je vous aurais dit qu'effectivement, l'accès au logement, si tant est qu'il y avait une garantie de loyer impayé, aurait pu être difficile. Aujourd'hui, force est de constater que les assureurs se sont adaptés au marché du travail. Et donc, en conséquence, que vous soyez en CDD, que vous soyez intérimaire, intermittent du spectacle, vous avez toujours une solution pour trouver, en qualité de propriétaire, une couverture sur votre bail et donc votre locataire. Bien, message reçu. Et je vois déjà une autre question, toujours pour vous, Laurent. Peut-on mettre en place donc une GLI, une fameuse garantie de loyer impayé, 3 mois après la signature d'un bail? Alors, aujourd'hui, de manière très standard, les contrats qui existent sur le marché précisent qu'il faut en règle générale 6 mois de bon paiement après l'entrée dans les lieux du locataire. Maintenant, de la même manière, il est toujours possible, dans le cadre de négociations avec son courtier ou son assureur, de descendre cette durée de 6 mois à 3 mois. Toute une question et de sérieux de la part du professionnel de l'immobilier et de négociation avec son assureur. Parfait. Alors, de la même façon que je demandais à votre voisine, donc maître Clervy-Leroux, un dernier message à faire passer, peut-être, le temps qu'éventuellement une 4e question arrive. Qu'est-ce que vous pourriez bien réaffirmer ici, donc, sur votre métier? J'ai souvent retenu, donc, les professionnels se sont adaptés au marché. Il y a eu donc eu de la pédagogie, peut-être. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer avant la petite pause, le jingle, un petit film Kérédès et le trinôme que je vous présenterai dans quelques minutes, mesdames et messieurs? Oui, pour compléter ce que disait maître Leroux, je crois qu'aujourd'hui, les assureurs en garantie de loyer impayé, nous travaillons main dans la main avec nos clients, avec les auxiliaires de justice, pour trouver des solutions dans un environnement qui est un petit peu anxiogène, pour trouver des solutions avec un objectif toujours, c'est de maintenir à flot le locataire pour que ce dernier soit maintenu dans les lieux et qui rétablisse une situation locative qui lui soit favorable. Eh bien, écoutez, entre effectivement maître Clervy-Leroux que vous venez de saluer et votre présentation, Laurent Lermenier, assureur à Nantes, voilà quand même qui est réconfortant. Je l'espère pour vous, mesdames et messieurs également. Moi, je retiens qu'il y a un écosystème qui quand même essaie de se mettre en branle ensemble, de travailler en bonne intelligence. Merci à vous deux. Et avant que je ne vous présente, mesdames et messieurs, dans quelques minutes, le trinôme qui va se cacher derrière ces 3 autres métiers que je vous présenterai dans quelques minutes, jingle et un petit film Kérédès. Merci déjà à vous. Merci.
Vous venez peut-être de vous connecter via Facebook et YouTube. Eh bien, merci de nous retrouver pour ce Digital Event. Je le rappelle, et les personnes qui étaient connectées dès 18 h le savent déjà. Vous avez donc choisi eh bien, ce format innovant en direct, ici depuis le studio, cette caméra, une régie, mes intervenants qui voient également le fil chat s'animer. Je reviens sur ce fil chat que je présentais dès l'ouverture. Vous le savez, 5 métiers qui, à défaut d'être sur Lorient, Saint-Malo ou Rennes en présentiel, se tiennent physiquement dans un studio pour cet événement donc via une connexion. Mais il y a le fil chat. Vous pouvez toujours, mesdames et messieurs, poser vos questions. J'avais donc un huissier tout à l'heure en ouverture, à ses côtés l'assureur. Et justement, comme on joue la spontanéité et le direct et qu'on n'est pas du tout pressé par le temps, eh bien, je reviens vers mon assureur, à savoir, je vous le présente si vous arrivez, Laurent Lermenier, qui est ici depuis Nantes, qui nous est arrivé depuis Nantes. Une question pour vous qui ouvre le bal du chat. En cas de conflit, enfin le nouveau temps, en cas de conflit sur l'état des lieux, est-ce que l'assurance prend en charge les frais juridiques, quel que soit le montant des litiges? Serge, sur ce sujet-là, aujourd'hui, l'ensemble des contrats du marché prévoit effectivement une couverture intégrale des frais de procédure. Donc, effectivement, en cas de litige, notamment sur l'état des lieux, les frais de procédure seront couverts dès lors où vous avez un contrat de garantie loyer impayé. Eh bien voilà qui est clair. Rien d'autre à ajouter, Laurent? Non. Question simple, réponse simple. Voilà, exactement, Serge. Bon, parfait. Alors, second mi-temps. À présent, je vous avais annoncé un trinôme. On l'ajoute très transparent. L'un est encore sur la route. Il va nous arriver. Donc, je peux déjà ouvrir le bal dans l'ordre que j'avais prévu. À savoir avec vous, Carole Camus. Bonjour, Carole. Bonjour, Serge. Vous êtes conseillère juridique chez Keredes. Conseillère juridique, le juridique, même règle qu'avec notre huissière, que notre assureur. Comment présenter votre métier au grand public qui vous écoute plus que jamais ce soir? Alors, le conseiller juridique au sein d'une entreprise, c'est d'abord sécuriser l'ensemble de ses activités, apporter du conseil. Et puis, chez Keredes, dans l'ADN de Keredes, c'est quand même l'innovation. Donc, c'est aussi aller au-delà, parfois, essayer d'imaginer des nouvelles dispositions. C'est vrai que c'est votre force. Alors, je précise qu'à chaque fois, j'ai un petit picto avec lequel on s'amuse si les personnes viennent juste de se connecter via Facebook ou YouTube. Si je dis plus que jamais conseiller juridique chez Keredes, la main sur le code civil, toute la main, rien que la main. Vous avez le droit de me dire, attendez, Serge, je vais être gentil, mais c'est pas que ça non plus. Effectivement, Serge, c'est pas que ça. C'est pas que le code civil. C'est aussi des codes qui régissent un peu notre activité. L'immobilier est également régi par le code de l'urbanisme, par le code de la construction et de l'habitation. Donc, tout un flot de dispositions sur lequel il faut surfer, analyser. Bien capé, sans doute. Voilà. Et toujours au fil de l'actualité, ça doit bouger beaucoup. Tout à fait. Et puis d'être moteur parfois pour aller proposer des nouveaux sujets, faire bouger un petit peu les lignes quand c'est nécessaire pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'être logés, puisque c'est notre cœur de métier. Exactement. Alors j'ai bien retenu dans votre introduction, Carole Camus, comment chez Keredes, il y avait toujours l'innovation. Et justement, on va zoomer puis porter à la connaissance du plus grand nombre peut-être de nouveaux dispositifs, venez-vous de dire. On va zoomer, mesdames et messieurs, avec Carole Camus, donc conseillère juridique chez Keredes, sur un acronyme BRS, ce fameux dispositif BRS. On entend de plus en plus parler dans des émissions télévisées, ce soir présentement, mais peut-être qu'il y a encore besoin de porter la bonne parole. BRS pour bail, et je vous laisse dérouler la suite. Alors BRS pour bail réel solidaire. Donc effectivement, c'est vraiment une innovation, puisque ça permet d'opérer une dissociation entre le foncier et le bâti pour pouvoir loger une catégorie de personnes en résidence principale et sous condition de ressources. Alors, c'est un dispositif qui se couple avec un outil qui est l'organisme de foncier solidaire. Alors, l'organisme de foncier solidaire, c'est un organisme à but non lucratif qui doit être agréé par le préfet de région. Il peut prendre la forme d'une association, d'une fondation ou d'une société, comme une société coopérative d'intérêt collectif. Donc Keredes
a été à l'innovation sur ce dispositif-là, puisque a créé en 2017 un OFS sous forme de SIC. Un OFS, encore un acronyme, Carole Camus, qu'il faut expliquer. Alors, tout à l'heure, j'ai présenté rapidement, effectivement, j'ai dit que l'OFS, c'était un organisme de foncier solidaire. Alors, je crois savoir qu'il y en a eu un à Saint-Malo, et Rennes s'est également équipé du sien, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Effectivement, la collectivité de Rennes Métropole s'est équipée de son propre organisme foncier solidaire, qui lui est créé sous forme d'association depuis 2018 et réunit tous les opérateurs de l'accession sociale, avec bien évidemment les communes de Rennes Métropole. Donc, alors ça veut dire que tous ces acteurs, dans un bel étang, tout à l'heure on évoquait la belle entente entre huissiers et assureurs, ou un écosystème qui va aller dans le bon sens, qui va être constructeur, constructif. Alors vous évoquiez, Carole Camus, je vous écoutais avec attention, dissocier le foncier du bâti entre Saint-Malo et Rennes, des communes que vous évoquiez qui peuvent rentrer dans cette OFS. Ça veut dire qu'il y a déjà des terrains qui vont rentrer dans ce dispositif. Et comment faire comprendre aux gens, attendez, vous me dites, je dissocie le terrain, le foncier du bâti, alors qu'est-ce qu'ils payent et je sais déjà qu'est-ce qu'ils vont louer. Alors effectivement, l'organisme foncier solidaire, il a pour toute ou partie de son activité l'acquisition de terrains, bâtis ou non, et leur gestion dans le temps pour permettre la réalisation de logements abordables. En BRS. En BRS. Ça, c'est le premier point. Voilà. Ils ont un parc de terrain, on va dire. Tout à fait. Et alors, pourront ici donc sortir de terre ces dispositifs. Mais alors, qu'est-ce que le prétendant à l'accession via le BRS, sous condition, vous l'évoquiez bien, de revenus, bien évidemment, puisque c'est de la location qu'on appelle accession aidée d'ailleurs? Oui, accession aidée, accession abordable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il paye? Sur quoi va-t-il emprunter? Pour payer quoi? Pourquoi c'est dissocié? Là, on a besoin d'éclaircissement. Voilà, effectivement, donc l'OFS va acquérir le foncier, conférer des droits à construire à un opérateur qui lui va construire sur le terrain. Donc le ménage éligible au dispositif BRS va lui acquérir des droits réels immobiliers qui vont lui donner la faculté de jouir et d'occuper le logement. Alors pour une durée allant de 18 à 99 ans, puisque le BRS est un bail de longue durée qu'il peut transmettre, en plus, céder, céder à ses descendants, voilà, à ses ayants droit, ses héritiers. Mais, voilà, et à chaque session, le bail se renouvelle pour la même durée. C'est ce qu'on appelle la prorogation de la durée. Si bien qu'avec ce caractère rechargeable, on crée quelque part un peu la perpétuité et ces droits réels perdurent au-delà. Et on verra effectivement cette question de la revente, de la transmission avec celui qui est à vos côtés dans quelques instants, entre acquisition et s'inscrire dans ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Je vois déjà des questions qui s'affichent et on commence déjà d'ailleurs à voir en détail tout de même des conditions et cette gestion. Mais vous évoquiez un bail qui peut aller jusqu'à 99 ans, donc je suis ou d'ailleurs seul ou en couple, ménage, peu importe aujourd'hui la configuration. Je sais que sur telle commune ou telle ville, donc il y a des terrains avec dissociation du foncier et du bâti. Donc quand je vais voir la banque, je vais avoir un emprunt qui du coup va être moins lourd puisque je ne m'engage pas sur ce fameux terrain. Mais je dois quand même louer, non? Oui, ou pas, le terrain? tout à fait. Le ménage va acquérir auprès d'un opérateur les droits réels sur le logement qu'il va payer au fur et à mesure du chantier sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement. C'est des droits réels qui sont valorisés sur la valeur du bâti. Ça, c'est ce qu'il va aller faire financer par sa banque. Voilà. Et en parallèle, par le bail réel solidaire, le ménage va payer à l'OFS, dans une relation contractuelle individuelle, une redevance qui est calculée sur la surface habitable du logement. C'est une redevance qui est calculée annuellement. Alors pour donner peut-être des idées, des références, sur Saint-Malo, on est sur une redevance qui s'élève à 1 € le mètre carré de chab
par mois. De Chab. Chab, excusez-moi, oui, c'est la surface habitable du logement. Moi, je suis un candide, hein, j'ai besoin toujours d'explications de texte. Oui, tout à fait. Et sur Rennes, cette même redevance est beaucoup plus faible, puisqu'elle est à 0,15 centimes d'euros par mètre carré de surface habitable du logement et par mois. D'accord. Alors, je vois déjà des questions qui s'affichent et qui sont directement adressées, qui vous sont adressées. Carole Camus, je rappelle pour les personnes qui pourraient juste nous arriver, donc conseillère juridique chez Keredes, et on est en train de zoomer sur son fameux bail réel solidaire, dissociation du foncier, une redevance, vous l'expliquez, et donc je peux ainsi prétendre à devenir propriétaire et je m'engage sur le bâti, et donc notamment au niveau de mon endettement et de ce qui est emprunté. Alors, vous avez évoqué d'entrée de jeu, bien sûr, il y a des seuils de revenus. J'ai une question qui vient ici s'afficher, à la fois sur ma tablette et sur l'écran, question du chat, hein, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Quelles sont les conditions, si ce n'est pas trop complexe, en quelques minutes, bien sûr, Carole, les conditions pour l'acquisition ou prétendre ainsi à ce dispositif du BRS? Ou est-ce qu'il y a une entrée, une page sur votre site internet qui donne bien la grille en deçà, au-dessus, je peux, je ne peux pas? Oui, tout à fait. En consultant le site Keredes, il y a un lien qui permet d'accéder à l'OFS Malouin. Donc Keredes assure la présidence avec toutes les explications sur les conditions d'éligibilité à ce dispositif. Les deux principales et les deux règles nationales de conditions d'éligibilité étant des conditions de ressources, celle du PSLA. D'accord aussi. Un nouvel acronyme, et que je laisserai Guillaume, notre voisin, expliquer. Voilà, il y a eu beaucoup d'acronymes, et quelquefois vous savez déjà un peu de quoi il en découle. Est-ce qu'on peut faire des simulations? Tiens, je suis seul ou en ménage, voici nos revenus, et est-ce que du coup on rentre, hein, et puis on voit, ah oui, vous êtes éligible ou pas? Toujours sur le BRS, bien sûr, hein, Carole. Sur notre site, je ne pense pas, mais par contre, la grille détaille suffisamment pour avoir, en fonction de la configuration du ménage, les éléments de ressources pour avoir une réponse. Un point à noter, mesdames et messieurs. Et puis je rappelle bien que toutes les questions qui ne seraient pas traitées en direct ce soir, car il y en a beaucoup trop, eh bien Keredes et ses équipes s'engagent bien sûr à capitaliser dessus pour vous apporter des réponses. C'est un vrai lien qui se tisse là encore continuellement. C'est complètement l'ADN de Keredes. Je vois une question. La gestion de ma copropriété. Pas fini, oh pardon, Carole. Serge. Pardon. Il faut me corriger. Une autre condition qui est quand même très importante aussi à l'éligibilité de ce dispositif, c'est de destiner le logement à sa résidence principale, puisque faut pas oublier, c'est un dispositif assez innovant qui a voulu répondre à des problématiques de logement dans des zones tendues, de ramener une catégorie de personnes modestes à venir dans la ville, à bénéficier des équipements communs. Du coup, j'en perds mon fil, mais donc ça ne peut pas être destiné à des investisseurs. C'est véritablement de la résidence principale. Alors, sachant que l'OFS, l'organisme foncier solidaire, est un outil de territoire qui répond à un PLH, qui est une politique locale de l'habitat. Les collectivités où sont implantés les logements réalisés dans ce dispositif peuvent rajouter des critères en local, des critères d'éligibilité au dispositif. Alors, pour donner des exemples qu'on connaît sur notre territoire, Saint-Malo a rajouté des conditions d'éligibilité qui étaient que les bénéficiaires travaillaient déjà ou habitaient déjà sur Saint-Malo, pour conserver ou ramener des familles sur une commune où ça devenait de plus en plus tendu à se loger. Sur Rennes, une des conditions qui a été rajoutée, c'est d'être bénéficiaire d'un PTZ, d'un prêt à un taux zéro. Et là, c'est pour favoriser et ramener la primo-accession sur la métropole. C'est intéressant ce que vous venez de pointer, parce que je crois me souvenir que sur Saint-Malo, dans le fameux OFS que vous nous signaliez au niveau de la sémantique, je crois que des entreprises sont partie prenante, parce qu'il s'agit bien de pouvoir loger les salariés et de participer à une dynamique de territoire, maintenir ce qu'on appelle un bassin économique. Vous évoquiez, Carole, ramener des familles. Moi, j'ai vu passer des témoignages où des gens se disaient, mais on n'aurait jamais pensé être bien logé dans un quartier sympathique de Saint-Malo, justement, et non pas les fameuses exodes auxquels on assiste souvent. Vous évoquiez, attention, c'est pas pour
pour investir. Et je vois une question, est-on vraiment propriétaire en BRS ? Alors oui, on est propriétaire de droits réels immobiliers. La propriété est faite de trois droits essentiels qui sont l'usus, l'abusus et le fructus. Mais pourquoi vous vous embarquez dans des termes que je vais vous demander d'expliquer, Carole Camus ? Oui, je suis juriste en même temps, donc à un moment donné, il faut bien que j'utilise mon jargon. Mais tout ça pour vous dire que... Que le site Kiredes les explique. Oui, alors si on ne veut pas embrouiller tout le monde, mais oui, c'est un quasi-propriétaire. Bon. Moi, j'ai souvent comparé déjà que c'est un dispositif d'accession aidée très garanti, très sécurisé, et il a tous les attributs et les atouts de la propriété. Alors, je vois également une autre question, puisque tout à l'heure, vous avez bien évoqué et dissociation, et ce sur quoi je m'engage, donc un programme, justement, Kiredes, qui rentrerait bien dans le BRS, qui en serait l'illustration. Vous avez bien expliqué la redevance pour uniquement, puis à long bail pour le foncier. Donc, ça allège un petit peu l'endettement, on est bien d'accord. Je vois ici la gestion de ma copropriété sous BRS, on l'a bien compris, sera-t-elle identique à la gestion d'une copropriété classique ? Alors moi j'ai envie de dire naïvement, pourquoi pas ? Mais Serge, vous avez raison, puisque comme je viens de vous dire, ça a tous les attributs de la propriété. Donc de la même manière, le bénéficiaire d'un BRS aura la qualité de copropriétaire au sein de sa copropriété. Il participera aux AG, aux assemblées générales. Il paiera ses charges. La signature d'un BRS vaut mutation au sens de la loi de 65, la loi de 65 étant la loi qui régit tout le statut de la copropriété. De la même manière, il confie les droits indivis qu'il a sur les parties communes par l'intermédiaire du BRS en gestion au syndicat des copropriétaires. Et le bénéficiaire du BRS peut également demander, confier, dans le cadre d'un mandat avec l'OFS, le recouvrement de sa redevance par le syndic dans le cadre de l'appel de fonds des charges de copropriété, pour simplifier cette relation et le paiement de la charge liée au BRS sur son logement. Merci Carole Camus. Je vois une question qui s'affiche, mais je la garde pour votre voisin, parce qu'elle est un petit peu à cheval sur de toute façon l'accession aidée telle que vous venez de nous l'expliquer, et on va voir un autre dispositif. À vos côtés, Guillaume Le Tourneur, directeur commercial immobilier chez Kiredes. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Serge. Ravi de vous accueillir. Alors, j'ai un picto, mais je le garde un petit peu sous le coude. Déjà, directeur commercial, comment présenter votre métier pour donner envie, pourquoi pas, au jeune public ou aux enfants des gens, ou aux petits-enfants des gens qui peuvent être connectés sur Facebook ou YouTube pour ces rencontres en digital event, eh bien de le devenir directeur commercial. Waouh, directeur. Oui, il ne faut pas trop en faire non plus. Directeur commercial, c'est simple. Mon but est de faire, donc je travaille chez Kiredes, et de faire en sorte que justement tout ce que nous concevons et ce que nous produisons pour l'accession à la propriété, en l'occurrence, ici, puisse trouver tout simplement son pendant côté clientèle. Et voilà, et de faire en sorte que les projets se réalisent. Donc voilà, le but c'est d'aider les équipes, parce qu'il y a des équipes derrière ça, à remplir cette mission. Voilà, c'est en parfait écho avec ce que disait Carole, faciliter l'accession à la propriété, trouver des dispositifs, se montrer toujours innovant. Alors j'ai aussi choisi ce picto, le passage de relais, parce que vous allez intervenir sur les processus d'acquisition, justement en accession aidée. Alors, peut-être effectivement en éco-BRS, mais aussi au PSLA. C'est là où j'avais une question qui venait déjà. La fameuse location-accession. Le grand public connaît souvent davantage cette terminologie ou cette sémantique, la location-accession. Mais j'ai évoqué le relais. Enfin, surtout les équipes de Kiredes voulaient qu'on vous lance sur le relais parce que qui parle de parcours résidentiel, eh bien, évoque forcément qu'il faut envisager le bien, et sur de long terme, mais pas toujours dans le même bien. Donc, la revente, la transmission. C'est aussi votre métier ? Oui, tout à fait. Oui. La partie revente s'anticipe dès l'acquisition. Dès l'acquisition, d'accord. On doit les aider à ça. Et effectivement, on a déjà bien évoqué un des dispositifs qui est parfaitement innovant ces derniers temps, donc le dispositif BRS. Mais le dernier rejeton, j'ai envie de dire, de plein de dispositifs qui ont été créés justement pour inclure le maximum de personnes dans l'accession à la propriété. Et la transmission, elle existe bien entendu
au moment où j'achète et je souhaite revendre, mais elle est, j'ai envie de dire, accentuée justement avec le BRS, qui est le dernier né. Mais déjà, première chose, comment acheter en BRS, C'est ça, voilà, c'était comment les acheter en processus PSLA. d'acquisition. Les processus d'acquisition, et pour le BRS, et puis pour le PSLA dans un second temps. Voilà, dans l'accession aidée, c'est ces deux principaux dispositifs qui existent aujourd'hui. Bon, la première des choses, avant même de regarder quel est le dispositif, c'est quel est le projet de vie. Au-delà de ça, voilà, on a une famille, on a des contraintes, un lieu de travail, et ce lieu de vie nous amène du coup à se projeter sur voilà, un emplacement, un endroit. Et cet endroit va parfois aussi contraindre tout simplement aussi l'accès à un certain dispositif et pas à un autre. Exemple, à Rennes Centre, maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on parle, tous les nouveaux projets avec de l'accession à la propriété se fera avec du BRS, alors que les années précédentes, c'était avec du PSLA. Sur Saint-Malo, autre exemple, il y a encore les deux, il y a encore du PSLA et du BRS. Donc vous voyez, le dispositif auquel on a accès déjà peut dépendre de l'endroit où on souhaite vivre. Ça, c'est une chose. Donc, première chose, le projet. Après, une fois qu'on a le projet en tête, là, on se renseigne, effectivement, il y a des dispositifs dont les deux on vient de citer. Et là, on s'intéresse à un programme. Et ensuite, du coup, il y a des choses à verrouiller qui ont été déjà partagées précédemment. C'est les conditions d'éligibilité. Déjà, on en a parlé. Voilà. Première chose, résidence principale. Hein, on a bien parlé de ça. Pas d'investissement, pas de résidence secondaire. C'est de l'accession à la propriété aidée. Ensuite, conditions de ressources. Et ce sont les mêmes pour les deux dispositifs. Ces conditions PSLA, prêt social location accession. Je vais vous donner un exemple. Je ne les connais pas tous par cœur parce que c'est à la virgule près parfois. C'est par rapport au revenu fiscal de référence à l'année N-2. Par exemple, les gens qui achètent aujourd'hui avec un contrat de réservation vont regarder leur avis d'imposition de 2019 pour leur revenu 2018. C'est aussi clair que ça. Et quand on est seul, par exemple, il ne faut pas être au-dessus de 24 470 ou 740, pardon, peu importe. Là aussi, le site Keredes donne bien les grilles. Il y a tout ça. Donc il faut vérifier ça. Et là, c'est tout le boulot, justement, des équipes, c'est d'accompagner les gens pour se défricher un petit peu tout ça. Oui. Donc il y a l'éligibilité et il y a la faisabilité aussi financière. On va en parler un petit peu. Donc faire un tour, et tout simplement, en PSLA, avoir un préaccord avec la banque pour savoir si l'opération est faisable. Et en BRS aussi, il faut faire un tour avec la banque. Bien sûr. Mais je retiens une chose quand même qui doit également titiller l'esprit de celles et ceux qui nous écoutent, Guillaume Le Tourneur, c'est que vous le dites bien, aujourd'hui, selon telle ville, il y a ou que du BRS, ou il y a encore les deux. Carole Camus, votre voisine, a bien expliqué le principe, même si on fait de la vulgarisation, bien sûr, en 1 heure, mesdames et messieurs, mais vous pouvez, via les conseillers et via le site internet de Keredes, approfondir déjà. On a bien compris un dispositif qui dissocie le foncier du bâti. J'aimerais quand même... Autre dispositif, toujours dans l'accession aidée, j'avais une question d'ailleurs qui globalisait les deux dispositifs, j'ai envie de dire les deux dispos. PSLA, vous commencez bien à le dire, la location-accession, comment ça fonctionne cette location-accession? J'aimerais quand même un petit peu d'explication de texte. Alors c'est un dispositif qui effectivement permet, donc c'est de la vente aussi, c'est de l'immobilier neuf, donc on signe un contrat de réservation, et ensuite lorsque le bien est livré, on n'est pas tout de suite propriétaire, on passe par une phase locative, justement. Pourquoi? Pour se tester à devenir propriétaire aussi, parce que ce sont des contraintes, ce sont des charges, et que du coup, un loyer est calculé lors de cette phase, qui est normalement incompressible à 6 mois, en tout cas sur le secteur sur lequel nous travaillons, et sur lesquels il va devoir payer un loyer avec une part locative et acquisitive. Voilà. Cette part acquisitive est une forme de capital qu'ils accumulent et qui sera déduit du prix de vente. Quand là, ils passeront chez le notaire, une fois cette phase locative faite, s'ils ont envie de continuer de devenir propriétaire, ils le peuvent. De devenir, voilà, d'acter enfin, ça y est, je deviens propriétaire. Donc ils se testent, c'est assez confort. Alors je crois savoir qu'à la fois, cette location aidée, quelqu'un me disait un jour, mais c'est quand même le produit idéal. Est-ce qu'il est assez connu? Surtout qu'il peut s'appliquer aux maisons. Oui, tout à fait. Il peut s'appliquer aux maisons, aux immeubles, enfin aux habitats dans des collectifs. C'est un produit qui est plutôt connu quand même, le PSLA. Alors attention, pareil, il y a des territoires qui
ont plus ou moins, on va dire, Communiquer dessus. communiqué dessus, marketé, on va dire, le dispositif. Et c'est vrai qu'à Rennes, par exemple, à Rennes, il y a une grosse culture de l'accession à la propriété aidée Ouais. depuis longtemps, ce qui fait que c'est des dispositifs sur lesquels on a moins besoin de faire de pédagogie. À l'inverse, aujourd'hui, BRS, je vais vous donner une anecdote. À Saint-Malo, quand on a mis en place le BRS, il n'y avait pas cette culture-là tout de suite, et les gens ne s'imaginaient même pas pouvoir acheter de nouveau à Saint-Malo. Donc on a dû non pas les faire venir grâce à nous, grâce à notre site, mais aller vers eux, aller dans les entreprises et leur dire « mais si, c'est possible ». Et d'ailleurs, il y en a qui nous disaient lorsqu'ils signent « j'y crois pas, c'est pas possible ». Parce qu'effectivement, Oui, je me rappelle. acheter à Roténeuf, quartier Voilà. très recherché de Saint-Malo, à 2000, allez, en moyenne 2200 € du mètre carré, là où en face, un immeuble neuf en libre est à 5000. Voilà ce qu'on appelle le libre, oui. Voilà, c'est du double. C'est Bah, tout simplement. moi, j'ai envie de dire, Keredes se distingue bien, avec bien sûr les OFS, les acteurs, les parties prenantes que Carole Camus évoquait, bien sûr. Vous distinguez quand même sacrément bien. Parce que je me rappelle des gens qui disaient à Roténeuf, j'avais lu la presse, effectivement, on n'aurait jamais cru pouvoir être logé, habité ici. Je me rappelle aussi une maman qu'on a vue dans de la presse, ce qu'on appelle la presse institutionnelle, les Rennais, je crois me souvenir, une maman qui élevait sa petite fille, enfin sa fille, qui disait je suis en maison via la location aidée sur une commune, justement, qui était rentrée dans le dispositif, quoi. Oui, tout à fait. Ça... Et elle y pensait, enfin, je veux dire, elle n'aurait jamais cru non plus. Je crois même que là où je voulais en venir, il y a des gens qui finalement décident de passer le cap, je deviens propriétaire, plus rapidement que quelquefois ils n'avaient pu l'envisager sur cette phase de location. Oui, alors on a 4 ans quand même. Ah. Alors il y a une date de fin. Il y a 4 ans maximum de phase locative. Maintenant, pour être très franc, maximum, dans les faits, les gens n'attendent pas les 4 ans. Allez, 80% des propriétaires laissent ce qu'on appelle lèvent l'option, c'est-à-dire deviennent définitivement propriétaires au bout des 6 mois. Ils font les démarches, c'est-à-dire qu'on livre leur logement, la maison ou l'appartement. Normalement, ils ont 6 mois, mais le lendemain, on reçoit déjà le courrier pour dire qu'ils comptent lever l'option au bout des 6 mois. L'essayer, ce dispositif, c'est l'adopter. Exactement. Alors, je vois une question qui remonte encore du chat sur mon smart et devant vous. Alors, ayant déjà bénéficié de l'accession et fait les 10 ans, quels sont les critères et conditions pour bénéficier de la... Non, celle-là, j'ai déjà évoqué. Il y en avait une autre qui était... Ah oui, j'ai acheté il y a 4 ans un appartement avec le PSLA, sur lequel on rebondit. Y a-t-il des mesures particulières pour la revente, puisque le relais est zoomé bien sur je m'inscris sur la durée et je ne reste peut-être pas tout le temps, toute ma vie dans le même bien aujourd'hui. Effectivement, première chose, quand on est dans l'accession aidée, sans rentrer dans le détail, que ce soit en BRS ou en PSLA, les conditions de revente sont encadrées. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effort de la collectivité. Quand je dis la collectivité, c'est les pouvoirs publics, les collectivités, les coopératives comme nous qui travaillons sur ces sujets, pour obtenir ces prix de vente. Une des composantes de ce prix de vente, qui est la TVA, est réduite quand on est en PSLA et en BRS. Voilà. D'accord ? Donc en PSLA, aujourd'hui, quand on vend dans moins de 10 ans, on est redevable d'une partie de cette TVA si on n'est pas dans certaines conditions. On prévoit quand même des échappées à ça, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des modifications majeures du parcours de vie, on peut être exempté de rembourser cette TVA. Je vais donner quelques exemples, ce n'est pas exhaustif. Par exemple, lors d'un mariage ou d'une nouvelle naissance, on peut revendre son bien en PSLA sans avoir à rembourser la quote-part de TVA. Maintenant, pour revenir précisément à ces 4 ans, on est tenu à faire ça pendant 10 ans. Et donc, pour faire simple, imaginons, j'ai une TVA totale à 20% qui aurait dû être à 10 000 €, j'en sais rien, ou à 20 000. Et bien, tous les ans, je dois rembourser, on va dire, la quote-part de TVA en fonction de l'année où je revends. Et là, si c'est 4 ans, ça veut dire qu'il me restait 6 années pour faire les 10 ans. Et bien, si la TVA que je devais rembourser dès le début, c'était 20 000, là, du coup, on va être autour de 12 000, tout simplement. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que pour ce qui est de la revente, le mieux est de se faire accompagner. Ça, c'est sûr, parce qu'on voit bien, il y a des conditions spécifiques, soit par des professionnels qui sont habitués à ce genre de dispositifs dans la revente, ou aussi tout simplement le notaire avec qui on a fait l'acquisition, ou autres notaires qui connaissent les dispositifs. Quelle belle là, transition, il est arrivé, il est à vos côtés, dans quelques instants, je le présenterai. Guillaume, et puis surtout les conseillers Keredes, qui de l'amont, dans ces dispositifs, peuvent déjà aussi bien accompagner vous, notamment, et vos équipes dans la revente, on est d'accord ? Et bien souvent, d'ailleurs, nos clients qui ont acheté en PSLA reviennent vers nous pour revendre.
Oh, mais alors quel signe de belle notoriété, de confiance accordée, si je peux me permettre, Guillaume Le Tourneur. On sait ce qu'on recherche. Voilà. Vous ne pouvez pas le dire, mais moi je peux peut-être le dire. Bah, Alors je vois une question, là aussi, j'ai vu une question passer tout à l'heure. J'avais une cloison, j'étais en PSLA, j'avais une cloison, je l'ai fait sauter. On sait comment aujourd'hui la tendance, évolution de l'habitat, enfin de la famille, surtout dans l'habitat, on veut des pièces modulables, on fait sauter une cloison. C'était un T3, donc du coup ça devient un T2, avec des pièces plus grandes. J'ai fait sauter une cloison. Est-ce que ça devient un blocage pour la revente? Oui, je revends pas dans l'état où j'ai acheté finalement. C'est ça la question. En BRS ou en PSLA? Alors j'ai vu la question tout à l'heure, c'était voilà le BRS. Non, ce n'est pas bloquant. On est propriétaire de son logement. On fait ce qu'on veut alors. Il y a quand même certaines choses qu'il faut regarder. C'est qu'on est encadré pareil dans le prix de vente. Donc il faut faire attention à ça aussi. C'est-à-dire que plus que le PSLA, parce qu'il y a une chose qui est très importante, une différence majeure entre le PSLA et le BRS, et ça, il faut bien le retenir, c'est que il y avait une belle image avec un témoin, je ne sais pas si vous avez montré ici tout à l'heure. Le BRS permet de transmettre justement l'effort de cette collectivité aux futurs acquéreurs du logement. Oui. Contrairement au PSLA, où quand je revends au prix du marché. D'accord. Le BRS, lui, est là pour accéder à la propriété et donc d'amortir son capital, mais aussi a pour but de conserver cet effort collectif avec des conditions de revente et donc au nouvel acquéreur, et qui doit aussi remplir les conditions de ressources PSLA. Voilà. Et qui doit être un primo-accédant, par exemple, aussi à Rennes. Et on veut, de façon en sous-texte, on veut comprendre, je peux peut-être me permettre de le dire Guillaume, on veut éviter que des gens spéculent. C'est parfaitement ça. Voilà. C'est de se dire, et cet effort doit être... Que votre éthique soit partagée. Exactement. Alors c'était ça, voilà, j'avais donc en BRS, je fais sauter une cloison, est-ce que ça impacte la revente? Fondamentalement, je ne pense pas aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Mais toute question sera traitée et creusée. Ouais. Voilà. Mais pour être très franc, c'est ça aussi qui est bien dans l'innovation, c'est qu'on va aussi découvrir des choses, mais on a quand même prévu énormément de choses. On n'a pas fait encore de revente en BRS. Ah oui, c'est encore neuf. Bon. Oui, on commence à peine à construire en BRS. En tout cas, il y a déjà des gens qui pensent à faire sauter une cloison. Oui, mais c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. On est propriétaire et on peut le revendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire, imaginons son logement, on l'a fait, il faut faire très attention, on l'a acheté 100 000 euros, on ne peut pas faire 100 000, ce que je veux dire, c'est, on ne peut pas faire 100 000 euros de travaux et de se dire je vais le revaloriser à 100 000. Voilà, c'est très encadré. Regardez la question qui va dans ce sens-là, l'histoire de la plus-value avec un BRS au bout de quelques années en cas de revente. Cette plus-value, elle est encadrée par rapport au prix de vente. Le prix de vente, en fait, il évolue. Alors, encore une fois, chaque OFS à ces petites variations dans ces textes, parce que c'est un outil profondément local et décentralisé. Mais en général, le prix de vente est accroché à l'indice de révision des loyers, l'IRL, pour que justement le prix de vente puisse évoluer aussi en fonction des prix de la société et des loyers. Donc il y a de la plus-value possible tout simplement parce qu'il est révisé à la hausse. À mon avis, pour que le prix du BRS à la revente soit plus faible que le prix d'acquisition, va falloir s'accrocher, parce qu'au prix où on l'achète, à mon avis, ça ne baissera jamais. Oui, tout à fait. Mais la plus-value, elle naît naturellement de l'indexation à l'irréel. C'est ça, d'accord. Et puis tout simplement aussi grâce au capital amorti. Le but, c'est de ne pas jeter, comme on dit vulgairement, son loyer, son argent par les fenêtres grâce au loyer. Là, on peut tout simplement faire son capital grâce au BRS. Alors, dernière question pour vous, mais je vois qu'effectivement, ces nouveaux dispositifs qui sont encore en train, work in progress, c'est-à-dire qu'ils sont encore en train d'être testés, donc peut-être il y aura des choses à découvrir, comme vient de le dire Guillaume, sur le BRS et le PSLA. Là, je vois par exemple, je vais acquérir un logement en PSLA, d'ailleurs, on commence à comprendre, peut-on ajouter un acquéreur, ma concubine, j'ai envie de dire aussi mon concubin, comme ça on ne va pas genrer ni trop rendre les choses sexistes. Après, c'est un garçon qui doit parler, après la phase locative ou avant la phase d'achat. Bref, est-ce qu'on peut faire entrer donc un partenaire ou une partenaire entre-temps, quoi? C'est possible, mais il faut faire attention. Attention. Pourquoi Parce qu'on change. Alors c'est tout à fait possible. Hein. C'est ça. On fait normalement. Il y a ce qu'on appelle un contrat de location-accession, et ce contrat, on peut le refaire, le résilier, le refaire avec un nouveau concubin. Sauf qu'il y a un changement majeur, c'est que du coup le ménage a changé. Le ménage acquéreur a changé. Ça veut dire qu'il faut faire attention que les conditions de ressources soient toujours remplies. Donc ça, il faut faire attention. C'est parfaitement possible techniquement parlant. Par contre, il faut que ça rentre encore dans les clous de l'éligibilité au dispositif.
Eh bien, point d'alerte. Alors, je précise bien que les questions nous arrivent, elles ne peuvent pas toutes être traitées. J'ai aussi l'œil sur l'horloge, j'ai un timing à respecter. Finalement, un digital event, ça se veut dynamique, avec un petit peu de frustration pour aller voir le conseiller Keredes au plus près de chez soi, pour aller voir le site internet de Keredes, pour appeler les équipes de Keredes et donc en savoir un petit peu plus, mesdames et messieurs. J'assume parfaitement. Je vois notamment une question, y a-t-il un prix de location à respecter au mètre carré pour le PSLA? Est-ce que c'est trop long d'y répondre ou est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez le faire? Alors, faites du teasing, hein, si les gens veulent en savoir plus, ils vous appellent. Si. Le prix de la location, enfin pendant la phase locative, si je comprends bien, c'est par rapport au loyer qu'on va payer. Ce loyer, il est construit, il est entre guillemets réglementé, il est calculé. C'est pas le prix du marché, c'est un prix qui est calculé, donc forcément il y a un lien avec les mètres carrés du logement, bien entendu. Parfait. Alors, à vos côtés, eh bien, nous avons Maître Julien-Antoine, notaire. Maître, bonsoir. Bonsoir. On est ravis que vous ayez pu nous arriver. J'avais prévenu nos spectateurs qui, depuis Facebook ou YouTube, nous suivent depuis 18h, qu'effectivement, on espérait bien vous avoir tout de même. Oui, le micro, pardon. Voilà, le micro, il est activé, ne vous inquiétez pas. Okay. Maître, vous êtes installé où? Rue d'Alma. À Rennes. Exactement. D'accord. Études qui alors, je sais que vous n'avez pas le droit de faire votre publicité, mais bon, je vais te poser des questions. C'est ce qu'on me dit à chaque fois en table ronde sur des salons immobiliers ou ailleurs. Vous avez quand même le droit de vous présenter. Une étude qui réunit combien de personnes? Alors aujourd'hui, nous sommes 8 personnes dans l'étude. Nous sommes 2 notaires. Voilà, et réunis autour de plusieurs clercs qui rédigent nos actes avec lesquels ils assurent le suivi des dossiers, la mission auprès de chacun des clients pour essayer d'avoir la meilleure satisfaction, répondre aux questions. C'est pas toujours évident, alors parfois on n'y arrive pas. Donc on prend un peu de recul, on cherche, on demande et puis on revient vers eux aussitôt que possible. Donc il faut un peu de densité humaine dans nos études parce que c'est important. C'est important. C'est votre congrès annuel aujourd'hui à Paris. J'entendais le président donc, de votre ordre national, c'est comme ça qu'on dit? Alors, actuellement, oui, il y a pas mal de manifestations qui sont faites dans le notariat. Moi, j'ai entendu ce matin sur BFM Business le grand congrès des notaires de France à Paris. Je crois au centre des congrès d'ailleurs ou ailleurs. Oui, c'est possible. Ouais. Et j'ai retenu, vous ne le savez pas, mais ça veut pas dire toujours, quoi? malheureusement, on est tellement présent dans nos études qu'on n'est pas toujours présent sur les congrès. Ce qui est pas bien d'ailleurs, faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de très bons intervenants avec des sujets qui sont tous intéressants sur lesquels beaucoup de notaires s'engagent. Comme ce soir. Alors, j'en viens surtout à un chiffre. 10 millions de Français, disait le porte-parole, le président de votre ordre. 10 millions de Français, mesdames et messieurs, ont affaire aux notaires chaque année. Petit picto, puisque vous découvrez tout en direct, Maître Antoine. Chacun s'est présenté au nom de, voilà, qu'est-ce que c'est son métier. Et puis surtout, j'ai un petit picto parce qu'on s'est dit, le notaire, c'est donc quand même toujours la signature. Exactement. J'ai un stylo justement avec moi, on ne sait jamais. Montrez aux spectateurs votre voilà. beau stylo. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Prendre quelques notes. Alors, la signature, parce que vous êtes quand même, on a entendu ici, tiers de confiance. Je me rappelle certains de vos confrères sur des salons immobiliers disant écoutez, les gens s'appuient sur nous, tout de même. Il y a bien la signature. Signature de quoi? Tôt ou tard, pourquoi signature? Alors, c'est la signature d'un acte authentique. On vient certifier et on vient vérifier tout un tas de données dans tout un panel d'activités, que ce soit la vente immobilière, on en parlait juste avant, que ce soit la transmission entre parents-enfants, entre grands-parents, petits-enfants, en tout ce qui concerne la cession des activités commerciales également. Donc, on a beaucoup de panels d'intervention et notre métier, c'est d'assurer cette sécurité juridique qui est plus qu'importante. Voilà, c'est l'essence de notre métier. Alors, Maître Antoine, vous êtes ici, bien sûr, les questions du fil chat vont vous arriver. Transmettre, mesdames et messieurs, son patrimoine immobilier en toute sécurité, c'est vraiment le cœur de votre intervention, Maître. Est-ce qu'il y a nécessité de bien border? Est-ce que les Français ont bien intégré? Est-ce que vous observez au contraire que transmettre son patrimoine, les gens n'anticipent pas assez? J'ai souvent entendu les gens abordent encore le sujet lorsque les parents décèdent, lorsque le dernier décède. Comment vous observez ça, vous? Est-ce que les Français mûrissent sur cette question? C'est peut-être un sujet tabou. Est-ce qu'ils anticipent cette transmission ou pas assez ou pas encore?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, Rapprochez bien votre micromètre. je crois qu'aujourd'hui, c'est un sentiment que beaucoup de Français peuvent avoir, de vouloir pérenniser un bien dans une famille, éviter de le voir partir, parce que la fiscalité, par exemple, est un seuil important qui pénalise la transmission. Lors de la succession, des droits de succession doivent être payés, doivent être versés à l'administration fiscale parfois. Et ces droits, certaines familles n'ont pas les liquidités pour pouvoir les payer. Et la seule façon de pouvoir le faire, eh bien, c'est de vendre la partie immobilière. Donc la question se dit, on a peut-être été bête, fallait-il peut-être anticiper ces successions pour transmettre à ces enfants, pour éventuellement leur accorder un capital, pour leur accorder parfois des revenus, parfois différentes solutions financières, et éviter effectivement d'avoir à perdre ces biens. Eh bien justement, je vois une question qui vous est adressée, maître. Alors, je vois ici, je souhaite transmettre mes biens, donc de mon vivant, à mes enfants. Vous évoquez vous-même, eh bien, quelle solution? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, la solution la plus simple, entre guillemets, c'est évidemment de faire une donation de son vivant, c'est-à-dire décider de transmettre un bien à un ou plusieurs de ses enfants, de le faire en une ou plusieurs fois. On a tout un panel de donations, on peut les caractériser de deux manières. La donation simple, c'est-à-dire que vous décidez un jour de transmettre un bien à un ou plusieurs enfants. Donc c'est la première solution. La deuxième type de donation qu'on peut trouver, c'est la donation partage, c'est-à-dire qu'on va décider de transmettre plusieurs biens à plusieurs enfants et de leur décider d'une attribution. Donc ça a un intérêt, c'est de pouvoir, avant toute période de décès, définir qui sera propriétaire du bien. Et ce type de donation se fait de plusieurs manières, c'est-à-dire en pleine propriété, c'est-à-dire qu'on décide en tant que parent de se dessaisir totalement de ce bien-là, on le transmet aux enfants. Ou alors de dire, bon, je donne à mes enfants, pour autant j'en conserve la jouissance. Alors, dans notre jargon juridique, c'est ce qu'on appelle l'usufruit. Voilà. Hein, c'est cette jouissance, le fait de pouvoir utiliser ce bien jusqu'à la fin de sa vie et souvent au profit de son conjoint. Et cet usufruit se porte aussi sur des biens locatifs. On conserve la jouissance des revenus, ce qui permet pour les parents de continuer à avoir un revenu complémentaire et de permettre aux enfants à terme d'en être les bénéficiaires et propriétaires. Ces donations, elles sont faites, l'avantage évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était pérenniser ces biens, permettre aux enfants d'avoir un patrimoine et pas le perdre dans le cadre d'une succession avec des droits de succession extrêmement importants aujourd'hui, puisque dès lors qu'on dépasse le seuil des 100 000 € de valorisation, on commence à payer des droits. Donc c'est important. Transmettre, c'est aussi avantager les enfants dans le cadre de revenus futurs. Donc voilà, il y a différentes façons de faire et c'est très intéressant. Et je précise qu'on peut toujours venir vous voir puisque le conseil est gratuit, n'est-ce pas? Exactement, la Chambre des notaires se tient à disposition de l'ensemble de la population rennaise. Tous ces sujets. Autre question qui arrive sur le fil chat, maître. Quelle somme maximale puis-je donner à mes petits-enfants de mon vivant? On sait que c'est un mouvement effectivement assez amorcé. Désormais, aider les petits-enfants quand on sait comment la jeunesse française peut avoir du mal, effectivement, plus que jamais avec la crise et les contraintes économiques. Alors, est-ce qu'il y a là aussi un encadrement? Quelle somme maximale? Alors, 31 865 €, si je vous parle de cette somme-là, c'est qu'on peut le donner. Rappelez-la, 31 865 €. D'accord. Voilà. Pourquoi c'est un chiffre qui n'est pas plus rond que ça? Il faudra poser la question au législateur. C'est vrai qu'on a quelques difficultés parfois avec la fiscalité. Alors, quand on est grand-parent, on peut donner à ses petits-enfants. On peut le donner donc 31 865. Deux conditions, c'est ce qu'on appelle l'abattement exceptionnel. Il faut être âgé de plus de 18 ans quand on reçoit cet argent. Et quand on est grand-parent, il faut être âgé de moins de 80 ans. Donc évidemment, on ne répond pas toujours aux critères d'âge tant pour le bénéficiaire de la donation que pour celui qui donne. Donc la fiscalité a prévu un deuxième abattement de 31 865 € de nouveau. Donc on peut donner 2 fois 31 865 € quand on est grand-parent à ses petits-enfants et à chacun des petits-enfants.
Et si on va au bout de l'exercice, ça vaut pour chacun des grands-parents et pour chacun des petits-enfants. Donc globalement, c'est 62 000 € par grand-parent et par petit-enfant. Et je salue la réactivité de la régie qui a eu le temps de taper, d'afficher le chiffre. Bravo! Autre question, maître, qui arrive. Afin d'aider financièrement mes enfants, là on passe aux enfants, je souhaiterais vendre des biens, cas très personnels, dont j'ai hérité il y a 10 ans. Donc voilà, des gens ont un bien, ils en ont hérité il y a 10 ans. Aurais-je des droits à reverser à l'État ? Alors, c'est une question, si on veut être un peu plus clair. Dans le cadre d'un héritage, on est propriétaire, on souhaite revendre, l'héritage est passé, il n'y a plus de droits, on oublie cette partie-là. Donc, on envisage ces droits sous la forme de la plus-value immobilière quand on revend un bien. Et cette plus-value immobilière, oui, effectivement, elle peut être à payer. Je ne cherche pas à avoir des tiroirs, mais il y a première chose, on a hérité d'un bien, c'est notre résidence principale, on veut le revendre. Exonération totale, pas de souci, il n'y a rien à faire. Vous pouvez utiliser le capital, le reverser à vos enfants ou petits-enfants. Quand ce n'est pas votre résidence principale, effectivement, vous avez une fiscalité de cette plus-value immobilière qui est déterminée en fonction de la durée de détention, en fonction des différents abattements. Autrement dit, vous avez une fiscalité avec un taux d'imposition de 36,2%, pour être très précis, et qui va s'appliquer sur une durée de 30 ans. Voilà. Au-delà de 30 ans, vous n'avez plus à payer de plus-value, mais dans cet intervalle-là, il y en aura de toute façon. Alors, vous avez des solutions qui peuvent se faire. On peut éventuellement envisager, au lieu de vendre, de dire, eh bien, sur un bien locatif, par exemple, on va transmettre uniquement les revenus à ses enfants. Donc on les aide de cette manière-là. Si je comprends bien votre question qui était d'aider ces enfants. On pourrait envisager de les conserver, de transmettre que ce qu'on appelle toujours l'usufruit, cette jouissance, cette perception de revenus dans ce qu'on appelle une donation temporaire d'usufruit, ce qui est intéressant aussi. Voilà, donc on ne vend pas, on n'a pas de plus-value, mais on transmet à ses enfants qui vont bénéficier d'un peu de revenus pendant une durée maximale de 10 ans. Eh bien, merci, maître. Alors voilà, on s'approche des 19h10. On est parfaitement dans les temps. Mesdames et messieurs, vous avez été remarquables. Vous avez tenu parfaitement le timing. On a vu des questions du chat nous arriver. D'autres continuent d'ailleurs. Je le rappelle, Keredes et ses équipes vont traiter toutes les questions pour pouvoir y apporter les meilleures réponses. Maître, de la même façon que j'ai posé après chacune des interventions des personnes qui vous environnent, sur cette thématique, transmettre son patrimoine immobilier en toute sécurité. Est-ce que vous avez un dernier message justement qui aborderait un autre point à faire passer au public qui vous écoute? De toute façon, transmettre, c'est une grande décision parce qu'on se départit d'un bien immobilier, mais ce bien, c'est aussi une valeur liquidative. Ce que j'entends par là, c'est un capital. Donc si c'est le seul capital qu'on a, il faut bien y réfléchir, parce que transmettre, c'est une chose, mais on n'en est plus libre. Et à un moment donné, si on veut le vendre après avoir fait une donation, il faut avoir l'accord parfois de ses enfants, et puis on ne touche pas l'intégralité du capital. Donc c'est une grande décision, une décision à mûrir, mais le notariat est là pour ça en tout cas. Eh bien, c'est un message qui est bien passé. Merci à vous, Julien-Antoine, donc notaire. Merci à Guillaume Le Tourneur, directeur commercial immobilier chez Keredes. Merci à Carole Camus, conseillère juridique chez Keredes. Merci à Laurent Lermenier, assureur qui nous vient de Nantes. Merci à Claire Leroux, huissière de justice, pour votre participation, présence. Merci d'avoir répondu donc dans ce format original en Digital Event et d'avoir nourri et abondé ces rencontres de l'immobilier 2020. Mesdames et messieurs, merci d'y avoir participé, merci de vous être connectés. Donc, soyez assurés que les questions seront traitées et nous espérons que vous avez pu déjà avoir plus que des semblants de réponses à celles qui ont pu être relayées. N'oubliez pas les conseillers Keredes, le site Keredes, les études évoquées, les métiers évoqués sont aussi là pour vous accompagner. Très belle fin de soirée et surtout restez prudents en cette période de Covid et de distanciation sociale et de respect des règles sanitaires. Il serait dommage que votre beau projet ou la poursuite de votre parcours résidentiel soit ainsi handicapé. Donc empathie pour vous tous. Merci mesdames et messieurs et à bientôt.